Donc, bienvenue à tous. Bonsoir. Alors, ce soir, vous êtes venus sur une conférence organisée et animée par le docteur Florence Tisserand, que vous connaissez peut-être déjà par les réseaux sociaux. Donc, ce soir, vous avez la chance de pouvoir entendre tout ce qu'elle a à partager. Alors, pour vous présenter un petit peu Florence, elle est docteure en pharmacie. Elle est spécialisée en micronutrition avec une grande connaissance et c'est très intéressant de l'écouter. Elle est conférencière au grand public et pour les professionnels de la santé. Et elle a écrit un livre, Stop à la maladie, que vous pouvez trouver aussi, son lien est sur les réseaux si vous la suivez. Un livre très intéressant avec beaucoup de conseils de nutrition et des conseils de recettes aussi. J'en parle parce que je l'ai lu. Donc, merci à toi, Florence, de nous partager tout ça. Et elle est aussi la fondatrice de Nutriscience Academy. Donc, elle vous en parlera rapidement à la fin. Donc, bienvenue aux nouveaux qui arrivent. Et puis, Florence, c'est à toi. Ok, super. Merci Anne-Cécile. Bonsoir à tous. Merci d'être déjà aussi nombreux. Je vais mettre en grand écran mon diaporama et j'espère qu'il n'y aura pas de bug comme à mon habitude. Donc, nous allons parler des deux marqueurs biologiques clés pour comprendre la santé. Donc, je ne vais pas me représenter. Anne-Cécile l'a super bien fait et je te remercie Anne-Cécile. Donc, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, pourquoi parler de marqueurs biologiques? Donc, on parle beaucoup de santé de tous les côtés, sur les réseaux, beaucoup de monde en parle, mais on ne mesure pas assez. Il faut savoir que 70% des indicateurs de santé ne sont pas mesurés régulièrement. Et ça, c'est un grave problème. Pourquoi? Parce que les symptômes, généralement, ils arrivent trop tard. 80% des maladies chroniques sont diagnostiquées à un stade déjà avancé. Donc, les marqueurs biologiques vont permettre d'agir en amont, on est vraiment dans le domaine de la prévention, et grâce à ça, eh bien, 67% des problèmes de santé peuvent être anticipés grâce à une détection précoce, grâce à ces biomarqueurs. Et bien sûr, on ne peut pas améliorer ce que l'on ne mesure pas. Donc, avoir des marqueurs biologiques, parfois, eh bien, ça permet de prendre conscience déjà de l'état de son organisme et puis d'améliorer ces marqueurs en mettant en place les bonnes choses. Donc, un marqueur biologique, c'est quoi? Eh bien, c'est un indicateur qui est objectif, c'est mesurable. On est sur un système sanguin, on est dans le sang, c'est reproductible, donc on peut reproduire 2, 3 mois après pour voir l'évolution. Et c'est donc lié à des mécanismes biologiques réels. C'est scientifique, c'est-à-dire que ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une sensation qu'on a, c'est une véritable donnée scientifique. Donc la santé commence au niveau de la cellule. Notre organisme est fait de milliards de cellules et ces cellules, eh bien, elles communiquent entre elles. Leur fonctionnement, le fonctionnement de chaque cellule, eh bien, il va dépendre des membranes, hein. Chaque cellule a autour d'elle une membrane cellulaire. Leur fonctionnement va dépendre de l'énergie. Il faut savoir que dans la cellule fabrique de l'énergie, ce que l'on appelle l'ATP. Et leur fonctionnement va aussi dépendre de l'environnement métabolique, c'est-à-dire tout ce que vous allez lui apporter, les molécules de glucose, des acides aminés, des acides gras, enfin bref, tout ce qui est nutriments. D'où l'intérêt d'avoir des marqueurs au niveau de la cellule, parce qu'on va vraiment aller voir comment fonctionnent vos cellules. Le premier marqueur très important est un marqueur que maintenant beaucoup de personnes connaissent et dont on entend de plus en plus parler, ça va être le ratio oméga 3, oméga 6. Alors, on va refaire un petit débriefing quand même là-dessus. Donc, les oméga 6, il faut savoir que c'est tout ce qui est malbouffe, on va dire. C'est l'alimentation avec les produits ultra transformés, euh, des produits industriels, une alimentation riche, très riche en charcuterie, en viande rouge. C'est pour ça qu'on parle de la viande rouge qui est cancérigène. Mais vous allez voir que lorsque l'on a un bon équilibre, eh bien, la viande rouge n'est plus cancérigène. Bref, tous les oméga 6, ça va être vraiment ce qui va être pro-inflammatoire. C'est ce qui va créer l'inflammation. Et les oméga 3, ça va être à l'inverse tout ce qui va être anti-inflammatoire. Les oméga 3, vous avez les oméga 3 végétaux, comme par exemple tout ce qui est fruits secs oléagineux, les noix, les amandes, etc. Et puis également les huiles, hein, l'huile de lin, etc. Et vous avez les oméga 3 de type EPA, DHA, qui eux sont d'origine marine exclusivement. Donc les poissons, tous les poissons contiennent de l'EPA, de la DHA, et c'est vraiment l'EPA et la DHA qui va nous intéresser. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une chaîne, une cascade enzymatique hein, que l'on appelle la cascade des eicosanoïdes. Chez les personnes qui mangent beaucoup de fruits secs oléagineux, souvent on me répond, mais moi j'en mange assez des oméga 3, donc il n'y a pas de problème.
Alors ça ne se passe pas comme ça, parce que dans les fruits secs oléagineux, pour prendre cet exemple, vous avez le précurseur des oméga 3. Ce précurseur va devoir se transformer, subir plusieurs réactions chimiques avant d'arriver sous forme d'EPA et de DHA. Et si vous voulez, cette conversion du précurseur en EPA-DHA, eh bien, elle est en fait très très faible. Elle est de l'ordre de 5 à 10% maximum. Et encore, c'est une conversion qui diminue plus on avance en âge. C'est aussi une conversion qui va diminuer si on mange trop de sucre, si on a tendance à aller vers la malbouffe. Donc, grossièrement, même si vous mangez bien des fruits secs oléagineux, de l'huile de lin, de l'huile d'olive, de l'huile, etc., de l'huile de colza, etc., eh bien, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas carencé en EPA et en DHA. L'EPA et la DHA, c'est vraiment ce qu'on va retrouver dans les poissons. Alors, les gros poissons, on dit qu'il ne faut pas trop en manger parce que c'est très riche en mercure. Donc, on essaye quand même de limiter. En revanche, ce qui est très intéressant, ça va être les petits poissons gras, comme les sardines, les maquereaux, les anchois, etc. Eux, ils sont vraiment en bout de chaîne, ils sont très riches en EPA, DHA. Mais pour être honnête avec vous, pour quelqu'un qui est déjà, on va dire, qui mange déjà très sainement et qui fait attention à son mode de vie global, eh bien, il faudrait manger environ une boîte de sardines 3 à 4 fois par semaine pour avoir un bon EPA, un bon apport, pardon, d'EPA et de DHA. Donc, chez les personnes qui sont déséquilibrées, qui mangent trop d'oméga 6, eh bien, vous imaginez le nombre de sardines qu'il faudrait pour pouvoir retrouver un état d'équilibre. Parce qu'effectivement, ce qui est important, c'est d'avoir un état d'équilibre entre les oméga 6 qui sont inflammatoires et les oméga 3 qui sont anti-inflammatoires. L'inflammation, elle est très importante, hein. Les oméga 6, ils sont tout de même très importants. Pourquoi? Parce que l'inflammation, c'est vraiment un système de défense de notre organisme. Si demain vous avez un virus ou une bactérie qui rentre au sein de votre organisme, eh bien c'est le phénomène inflammatoire qui va aller neutraliser cet élément étranger pour aller l'expédier de votre organisme. Donc l'inflammation est très importante. Mais si vous avez un rapport d'équilibre qui est mauvais, c'est-à-dire que si vous consommez trop d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3, eh bien vous allez avoir tendance à être en inflammation par rapport à l'anti-inflammation en fait. Donc, on va voir 3 points importants. Pourquoi ce ratio est très important? Premièrement, parce qu'on va voir qu'il influence la fluidité membranaire. Je vais y revenir. Ce rapport, eh bien, comme vous l'avez bien compris, il dépend fortement de l'alimentation moderne. Et puis, un rapport trop élevé, c'est-à-dire trop d'oméga 6, va aller créer un terrain pro-inflammatoire et nous verrons les conséquences de cette pro-inflammation. Donc, pourquoi la fluidité membranaire? Donc là, je vous ai mis la photo d'une membrane cellulaire. Toutes les cellules ont autour d'elles une membrane. Cette membrane-là, elle est faite de ce que l'on appelle une bicouche phospholipidique. C'est en gros les phospholipides, c'est ce que vous voyez sur cette slide, sur cette image. C'est les petites boules roses avec les petits bâtons jaunes. Ça, c'est un phospholipide. Et un phospholipide, c'est un lipide, c'est-à-dire que c'est de la graisse. C'est une graisse, d'accord? Donc, en gros, si vous amenez trop de mauvaise graisse au sein de votre organisme par le biais de l'alimentation, eh bien, vos membranes cellulaires vont être principalement faites de mauvaise graisse. Si vous amenez des bonnes graisses, vos membranes cellulaires seront faites de bonnes graisses. Et lorsque vous avez des membranes cellulaires qui contiennent des bonnes graisses, notamment des oméga 3, eh bien, vous allez augmenter la fluidité membranaire, c'est-à-dire la fluidité de la membrane, c'est-à-dire que les nutriments vont pouvoir rentrer correctement au sein de la cellule. Donc, les nutriments, vous avez les macronutriments qui sont les glucides, les lipides et les protéines, donc les molécules de glucose, les acides aminés et puis les acides gras. Et puis, vous avez les micronutriments. Parmi les micronutriments, on retrouve les vitamines, donc toutes les vitamines du groupe B, la vitamine D, la vitamine C, vitamine E, etc. Et vous avez les oligoéléments. Et là, ce sont tous les petits éléments comme le fer, le magnésium, le calcium, le zinc, etc. Et en fait, tous ces micronutriments, vitamines et oligoéléments, eh bien, c'est ce que l'on appelle des cofacteurs enzymatiques, pour prendre les termes scientifiques, c'est-à-dire que ce sont eux qui vont qui vont permettre la réalisation de toutes les réactions chimiques au sein de votre organisme. Donc, il est très important d'en apporter par le biais de l'alimentation, mais il est encore plus important de les absorber. Et pour les absorber correctement, eh bien, il faut que votre membrane cellulaire soit assez fluide, c'est-à-dire qu'elle soit faite de bonnes graisses, notamment d'EPA et de DHA, enfin d'oméga 3, entre autres EPA, DHA. Et puis d'autre part, la cellule, lorsqu'elle fonctionne, elle va sécréter des déchets métaboliques. Alors ça, c'est tout un système que l'on ne va pas détailler ici. C'est le fonctionnement normal d'une cellule. Et ces déchets métaboliques, eh bien c'est pareil. Si vous avez une bonne fluidité membranaire,
ces déchets vont être bien évacués. En revanche, si votre membrane n'est pas assez fluide, euh, qu'elle est trop rigide en fait, eh bien ces déchets vont mal s'évacuer et c'est là où vous allez avoir un encrassage de la cellule. Et qui dit encrassage de la cellule dit moins bon fonctionnement de la cellule. Les cellules, c'est ce qui forme l'ensemble de vos organes. Si vos cellules fonctionnent moins bien, vos organes fonctionneront moins bien. C'est lié, c'est logique. Donc les acides gras vont influencer le fonctionnement de toutes les membranes cellulaires, c'est-à-dire de toutes vos cellules. Donc là, on comprend l'importance de consommer des bonnes graisses. Donc l'alimentation moderne, eh bien, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup trop d'oméga 6. On mange beaucoup trop d'oméga 6. On ne mange pas assez d'oméga 3. Et donc cela va créer un déséquilibre entre les oméga 3 et les oméga 6 à tendance vers l'inflammation, c'est-à-dire trop d'oméga 6 pro-inflammatoire. C'est un déséquilibre qui est silencieux. On n'a pas forcément des symptômes. On ne le ressent pas. Vous verrez par la suite, je vous montrerai des gens que j'ai testés qui n'avaient aucun symptôme et qui sont totalement en déséquilibre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un très mauvais équilibre même sans symptômes visibles. Et c'est là toute la dangerosité, j'ai envie de vous dire, de cet état pro-inflammatoire. Donc, retenez bien que ce ne sont pas forcément les oméga 6 qui sont mauvais, parce que l'organisme en a besoin, mais c'est vraiment le déséquilibre entre les oméga 3 et les oméga 6 qui peuvent être problématiques pour votre organisme. Cela va créer un terrain pro-inflammatoire. Donc, c'est une inflammation qui est silencieuse, qui est sous-jacente et qui ne se verra pas au résultat biologique classique que votre médecin généraliste va doser. Généralement, les médecins vont aller doser ce que l'on appelle la PCR ou la CRP, c'est ce que l'on appelle la protéine C-réactive. Eh bien, dans la majorité des cas, la PCR peut être totalement normale, mais ça ne veut pas dire que votre organisme n'est pas déjà en état pro-inflammatoire à cause de ce déséquilibre oméga 3, oméga 6. Et cette inflammation silencieuse, eh bien, elle est responsable de nombreux dysfonctionnements. Elle est responsable de tout ce qui est troubles cardiovasculaires. D'ailleurs, à l'époque, j'aime beaucoup en parler parce qu'avant, il y avait un médicament qui existe toujours d'ailleurs, mais qui n'est plus prescrit, qui s'appelait Omacor. Ce médicament, en fait, c'était des oméga 3. Avant, c'était prescrit sur toutes les ordonnances de généralistes, de cardiologues. Et puis, depuis que ce médicament a été déremboursé, les médecins ont arrêté de le prescrire. Et du coup, les gens ont pensé que comme c'est déremboursé, ça ne sert à rien. En fait, c'est pas du tout ça. Déjà, un médicament, c'est pas parce qu'il est déremboursé qu'il ne sert à rien. D'autre part, l'Omacor, le problème, c'est que c'était un oméga 3 de mauvaise qualité. Et dans les études cliniques qui ont été faites avec ce médicament, eh bien, les études ne ressortaient pas forcément très positives parce qu'on avait un oméga 3 de mauvaise qualité. À l'heure actuelle, sur le marché, on a vraiment des oméga 3 qui ont une largement meilleure qualité que ce médicament. Et les oméga 3 actuels ont fait leur preuve d'une efficacité. D'autre part, les dysfonctionnements au niveau du cerveau. Alors ça, c'est très important parce que le cerveau, il est fait de 80% de graisse. Donc forcément, si vous lui amenez des mauvaises graisses, eh bien votre cerveau, il va dysfonctionner. Dans le cerveau, il y a tout un mécanisme. Il y a l'hormone de la motivation, la dopamine qui va être sécrétée, le neurotransmetteur de la vigilance, de la concentration qui est la noradrénaline. Il y a également la sérotonine que vous connaissez peut-être, l'hormone du bien-être, la mélatonine, l'hormone du sommeil. Et tout ça, en fait, ça va fonctionner correctement si vos cellules fonctionnent correctement. Si vos cellules sont assez fluides pour faire passer les messagers chimiques, notamment les neurones. Enfin, pour que les neurones puissent bien transmettre leurs messagers chimiques entre eux, en fait. Et c'est grave d'avoir beaucoup de gens qui mangent mal, et notamment chez les enfants. Là, je pense particulièrement aux enfants, parce qu'on a des enfants qui sont énormément déséquilibrés. Et à l'heure d'aujourd'hui, je vois de plus en plus de posts sur des enfants qui sont atteints du syndrome du TDAH, des troubles de développement du cerveau. Et on a remarqué, enfin, d'après quelques cas cliniques que j'ai faits, que lorsque vous donnez des oméga 3 de qualité à ces enfants, eh bien, la plupart des symptômes disparaissent. Donc, tous les enfants qui sont diagnostiqués TDAH, il suffirait parfois qu'ils prennent juste des oméga 3 de qualité pour remettre un petit peu tout ça dans un fonctionnement normal. Je ne dis pas que ça règle tout, mais ça peut régler déjà une très très grande partie. Donc ça, c'est très important, et notamment aussi pour les personnes âgées. On a aussi beaucoup de gens qui ont des troubles cognitifs, on a beaucoup plus d'Alzheimer, de Parkinson, etc. Tout ce qui est au niveau cérébral, en fait, eh bien, si vous apportez des mauvaises graisses, eh bien, ça peut avoir un impact sur le fonctionnement du cerveau. D'autre part, au niveau de l'immunité, euh, ça va être pareil en fait. Les cellules de l'immunité,
elles ont aussi des membranes cellulaires et c'est important que ces membranes soient assez fluides pour fonctionner correctement. Donc, lorsque vous n'avez pas assez de bons oméga 3, eh bien, vous allez avoir une baisse de l'immunité. Donc, vous allez avoir tendance à choper de plus en plus de maladies, alors certes bénignes, mais tout de même embêtantes. Et là, je pense aussi beaucoup au nombre d'allergies aussi qui augmente de plus en plus chez les enfants. Tout ça, c'est lié à l'immunité et c'est donc très intéressant aussi de proposer des oméga 3 à ces personnes-là. Et puis, bien sûr, toutes les maladies inflammatoires. Donc là, on pourrait y passer pendant des heures pour les citer. Il y a bien sûr toutes les maladies inflammatoires osseuses, articulaires, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qui est maladies inflammatoires aussi neurodégénératives, j'en ai déjà un petit peu parlé. Moi, je ne les ai pas tous là en visu, mais il y a énormément de maladies inflammatoires. Ça concerne quasiment 90% des maladies et y compris aussi les cancers. On a à l'heure actuelle une explosion de pathologies, notamment de cancers, de maladies auto-immunes aussi, qui sont des maladies inflammatoires. Et bien lorsque l'on voit un peu les études qui ont déjà été faites par le biais d'autotests qui sont mis en place sur le marché, eh bien on se rend compte que quasiment 90% des gens sont en déséquilibre. Donc malgré qu'on ait une médecine ultra moderne et ultra sophistiquée à l'heure actuelle, eh bien on a quand même de plus en plus de maladies. Donc c'est pas normal. Donc c'est que forcément il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Et puis là, je voulais vous parler donc du déséquilibre que l'on retrouve chez de nombreuses personnes. Donc en France, globalement, on est à un oméga 3 pour 10, voire 15 oméga 6. Aux USA, ils sont plutôt à 1 pour 20, voire 30 oméga 6. D'ailleurs, aux USA, on a des enfants qui ont déjà des antihypertenseurs à l'âge de 10 ans. Donc ça, c'est dramatique. On a beaucoup de surpoids, beaucoup d'obésité. Et, et donc tout ceci, bien sûr, est lié à la malbouffe. Donc ça, ce sont les chiffres, mais en pratique, parce que ça fait maintenant quelques mois que je pratique des autotests sanguins, je vais vous en reparler par la suite. En pratique, c'est beaucoup plus catastrophique que ça. Je vous ai mis quelques exemples là pour vous en citer. Par exemple, une adolescente de 15 ans qui est épileptique, elle avait un rapport de 1 oméga 3 pour 27 oméga 6. Donc, sachant que l'épilepsie, c'est un dysfonctionnement au niveau cérébral également, eh bien forcément, quand on voit un tel déséquilibre, on peut penser qu'il y a un lien. Donc, cette gamine prend maintenant des oméga 3 depuis plus de 6 mois et on a une très très nette amélioration de ses symptômes. Et on a même pu, grâce à ce rééquilibrage, parce que maintenant elle est rééquilibrée, on a même pu diminuer un petit peu son traitement antiépileptique avec l'accord du neurologue. Donc c'est vraiment une grande avancée. Un adulte de 22 ans, diabétique de type 1, donc là, il était à 1 oméga 3 pour 33 oméga 6. Donc ça, c'est dramatique aussi. Alors bien sûr, prendre des oméga 3, ça ne va pas réguler le problème du diabète, parce que le diabète de type 1, c'est le diabète des personnes jeunes. Ce sont les gens qui sont sous insuline en permanence, qui n'ont plus de pancréas pour fonctionner correctement, enfin qui n'ont plus le pancréas qui fonctionne correctement plutôt. Mais en revanche, en prenant des bons oméga 3, eh bien, on va peut-être lui éviter d'aller vers tous les effets secondaires du diabète. Donc tout ce qui est également maladie cardiovasculaire et toutes les maladies inflammatoires. Donc c'est très important aussi pour ce gamin de prendre des oméga 3. Un ado de 13 ans qui, lui, n'avait strictement aucun symptôme, on a fait le test juste pour voir où il en était, eh bien, il est à 1 oméga 3 pour 18 oméga 6. Donc à 13 ans, pour l'instant, il n'a pas de symptômes, mais à mon avis, en continuant avec cette alimentation et dans le sens-là, eh bien, dans 10, 15, 20 ans, peut-être même avant, eh bien, c'est fort probable qu'il déclenche une maladie. Donc, bien sûr, on le met en place pour le rééquilibrer. Et puis là, j'ai l'exemple d'un enfant donc diagnostiqué TDAH, un enfant de 6 ans. On a fait son test, il était à 1 oméga 3 pour 45 oméga 6. Donc là, c'est le pire test que j'ai jamais vu. Et vous voyez, quand je vous parlais des enfants atteints de TDAH, eh bien, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire parce que ce gamin qui prend les oméga 3 depuis maintenant plusieurs mois, eh bien, a eu des résultats très satisfaisants. Sa maman et sa maîtresse ont remarqué qu'il était beaucoup plus concentré en classe, il faisait beaucoup moins de crises, etc., etc. Donc, on a vraiment des bons résultats et tout ça, on les a grâce aux autotests qu'on a mis en place. Donc, le ratio idéal, normalement, il devrait être de 1 pour 1. Il faut être, allez, au maximum, si vous êtes à 1 oméga 3 pour 3, 4 oméga 6, vous êtes déjà plutôt bien placé. Mais ça représente que 5% des gens. Désolée de vous le dire. Alors, comment doser tout ça? Eh bien, il y a des laboratoires d'analyse qui sont spécialisés en prévention santé
qui proposent ce genre d'analyse. C'est encore assez coûteux à mon sens dans les labos, mais c'est faisable. Et sinon, vous avez depuis quelques temps certains laboratoires qui ont mis en place des autotests que l'on peut pratiquer directement à domicile. Donc ça, c'est très très simple à réaliser. Vous recevez directement à votre domicile le package de l'autotest. C'est-à-dire que vous avez un support, vous avez deux petites lancettes, ces deux petits pics-pics pour vous piquer le doigt. Vous mettez quelques gouttes de sang sur le support, vous refermez tout, vous mettez dans l'enveloppe, vous postez et vous recevez les résultats 2 à 3 semaines après. Donc ça, c'est vraiment une grande avancée parce que ça permet déjà de le faire soi-même tranquillement à domicile, ça évite d'aller au labo et puis c'est quand même un petit peu moins coûteux qu'en laboratoire. Et là, j'ai pris mon exemple parce que j'aime bien citer mon exemple. Moi, je prenais quand même des oméga 3, j'en ai toujours pris. Ça fait 15 ans que je fais de la micronutrition, j'ai toujours connu l'importance des oméga 3. Mais j'étais à un oméga 3 pour 17 oméga 6. Donc, j'en ai conclu que les oméga 3 que je prenais n'étaient pas de bonne qualité. Donc, faites très attention aux qualités d'oméga 3 que vous retrouvez sur le marché. Pourtant, je pensais vraiment que c'était des bons oméga 3, mais visiblement non. Donc j'ai creusé et j'ai pris des oméga 3 de meilleure qualité. Alors qu'est-ce qu'on appelle oméga 3 de bonne qualité? Vérifier qu'il y a un bon indice TOTOX, c'est l'indice d'oxydation de l'huile. Donc ça c'est très important. Que ce soit surtout des triglycérides naturels, parce qu'on a des oméga 3 sur le marché qui sont des oméga 3 estérifiés. C'était ce que l'on avait dans l'Omacor, le médicament que je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, ce sont vraiment des oméga 3 de très mauvaise qualité. Non seulement vous n'aurez aucun résultat avec ce genre d'oméga 3, mais en plus, il y a des études qui ont prouvé que ça pouvait créer des fibrillations auriculaires, donc des problèmes au niveau cardiaque. Donc, à éviter, à proscrire complètement ce genre d'oméga 3. Et puis, des oméga 3 de qualité sont des oméga 3 aussi qui sont très riches en polyphénols. Pourquoi? Parce que les polyphénols, ce sont des antioxydants. Et l'association des oméga 3 et de ces antioxydants, eh bien, ça permet une meilleure absorption des oméga 3. Donc après avoir pris de bons oméga 3, eh bien au bout de 4 mois, j'avais retrouvé un état d'équilibre tout à fait normal de 1 oméga 3 pour 2,4 oméga 6. Donc complètement dans les clous. Et au-delà de ça, je l'ai vraiment ressenti au niveau symptomatique, on va dire, parce que j'avais quand même quelques douleurs articulaires. Pourtant, j'ai une alimentation saine, je fais du sport, etc. Mais bon, j'ai 47 ans, j'avais quelques douleurs articulaires. Et bien depuis que je prends les oméga 3, je n'ai plus du tout de douleurs. Donc ça, je l'ai ressenti au bout de 2 à 3 mois. Pourquoi 2 à 3 mois? Parce qu'il faut à peu près ce laps de temps pour que tous les oméga 3, toutes les bonnes graisses, puissent incorporer toutes les cellules de votre organisme. Donc si vous essayez un produit et qu'au bout d'un mois, vous dites j'ai pas de résultat, j'arrête, ça ne sert à rien. Il faut faire au moins 2 à 3 mois minimum, voire plus pour les personnes qui sont vraiment très déséquilibrées. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur les oméga 3. Et maintenant, nous allons passer au deuxième marqueur biologique. C'est un marqueur très très important qui est très utile en prévention santé et qui est beaucoup moins connu, malheureusement. Et c'est pour ça que cette conférence, je vais la partager sur les réseaux parce que je pense que c'est important que tout le monde connaisse également ce marqueur. C'est l'indice OMA. OMA-IR pour insulinorésistance. L'indice OMA, c'est quoi? Ça sert à évaluer la sensibilité de l'insuline. Donc là, c'est un peu une slide où il y a plein de choses dessus, mais je vais vous réexpliquer plus simplement après. Ça va détecter ce que l'on appelle une insulinorésistance précoce. En gros, ça vous dira si vous avez un diabète dans 10, 15 ou 20 ans. Donc on est vraiment sur un marqueur de prévention. Et sachant que le diabète de type 2, là on est bien sûr sur un risque de diabète de type 2, le diabète de type 2, c'est un facteur de risque de toutes les autres maladies. Ça, je peux vous assurer, j'ai mon fils qui est en 6e année de médecine qui vient de réviser l'internat. Il m'a dit le diabète de type 2, c'est dans toutes les pages de nos cours parce que c'est un facteur de risque de toutes les maladies qui existent. Donc, si on peut éviter d'avoir un diabète de type 2, eh ben, ça peut être plutôt sympa parce qu'on évitera pas mal de maladies. Donc, je ne vais pas vous détailler tout ça. J'ai mis cette slide pour que vous voyez un peu comment dire, les chiffres à atteindre. Il faut être en dessous de 1,5 pour cet indice. Entre 1,5 et 2,5, on est dans une zone de vigilance, mais qui est convenable. On va quand même essayer de limiter les sucres parce que vous verrez que tout ça a un rapport avec le sucre. Et au-delà de 2,5, faites attention parce que là, vous courez même vers le diabète de type 2. Donc, ah oui, petite chose aussi, le médecin dose souvent ce que l'on appelle la glycémie. Donc ça, c'est très bien, mais une glycémie normale, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas déjà une insulinorésistance. Donc l'indice OMA, vraiment, ça permet d'identifier un déséquilibre qui est silencieux et qui est bien en amont. C'est vraiment un marqueur clé de prévention métabolique.
Ce marqueur, en France en tout cas, il est pris en charge. En fait, il suffit de mesurer la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, et l'insulinémie, qui sera le taux d'insuline dans le sang au même instant T, et vous demandez au labo qui vous calcule l'indice de HOMA. Donc ça, n'importe qui peut le faire dans un laboratoire d'analyse classique, c'est sur une prise de sang, il faut être à jeun bien sûr. Si vous le faites comme ça de vous-même, eh bien, ça ne sera pas pris en charge. Si vous avez une ordonnance d'un médecin, eh bien, ce sera pris en charge. Pour la France, je parle. Les autres pays, je ne sais pas. Alors, pourquoi l'insuline est centrale? L'insuline, c'est l'hormone qui régule le sucre, tout le monde le sait. C'est l'hormone clé du métabolisme. C'est aussi une hormone qui va influencer le stockage des graisses, qui va influencer l'énergie, qui va influencer l'inflammation. C'est une hormone extrêmement importante. Je vous ai mis une petite slide pour vous expliquer. Donc, à droite, là, vous avez une cellule. Sur la membrane de la cellule, vous voyez, il y a des récepteurs, des espèces de petits bâtons bleus. Ces récepteurs-là sont ce que l'on appelle les récepteurs à insuline. Ça veut dire quoi? Lorsque vous allez manger du sucre par le biais de votre alimentation, les molécules de glucose, qui sont issues des glucides, vont être dans le sang. Lorsqu'il y a des molécules de glucose dans le sang, le pancréas détecte et hop, il va aller sécréter de l'insuline. L'insuline permettra de faire rentrer le glucose dans les cellules via ces récepteurs. Une fois que le glucose est rentré dans la cellule, il va aller subir ce que l'on appelle le cycle de Krebs pour aller se transformer en ATP, c'est-à-dire en énergie, c'est-à-dire faire fonctionner votre cellule. Le problème, c'est que lorsque vous apportez du sucre très régulièrement, très souvent, eh bien, vous allez avoir plein de pics d'insuline. Et plus vous avez de pics d'insuline, plus vous allez faire fonctionner ces récepteurs. Et au bout d'un moment, eh bien, ces récepteurs, ils vont fonctionner de moins en moins bien jusqu'à ne plus fonctionner du tout. Et quand les récepteurs fonctionnent moins bien ou ne fonctionnent plus, eh bien, les molécules de glucose ne peuvent plus rentrer dans la cellule. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles restent dans le sang et c'est là où votre glycémie augmente. Et c'est là où, lorsque vous dosez votre glycémie, vous voyez que votre glycémie n'est pas bonne. Et vous voyez, on est déjà 10 ans après, en fait. Parce que vos récepteurs, ils ont bien mis 5 à 10 ans, ils ont tenu le coup pendant 5, 10, 15 ans, et au bout d'un moment, bah, stop, ils ne fonctionnent plus. Hop, je vais leur laisser les molécules de glucose dans le sang, et puis là, c'est là où la glycémie s'installe, c'est-à-dire le diabète de type 2. Donc, en allant doser l'indice de HOMA, vous allez voir à quel niveau, entre guillemets, sont ces récepteurs insuliniques. Si votre indice HOMA est bon, ça veut dire que vos récepteurs insuliniques fonctionnent très bien. Si votre indice HOMA n'est pas bon, eh bien, ça veut dire que vos récepteurs insuliniques commencent à être défectueux et que vous allez tout droit vers le diabète de type 2. Donc forcément, que faudra-t-il faire? Eh bien, diminuer les sucres au niveau de l'alimentation. Donc à quoi sert cet indice? Eh bien, à détecter une insulinorésistance précoce et donc à anticiper le diabète de type 2. Mais pas que. On va également anticiper la prise de poids, parce que la prise de poids, elle est aussi liée à l'excès de consommation de sucre. On va anticiper également la fatigue chronique, parce que lorsque vous avez un problème glycémique, après, vous faites des hypoglycémies, des hyperglycémies, etc. Et tout ça, ça fatigue énormément. D'ailleurs, on le sait quand on est en hypoglycémie, quand on... enfin oui, quand on se sent vraiment pas bien, on est crevé, on n'arrive même plus à faire quoi que ce soit. On va anticiper aussi le risque cardio-métabolique. On va anticiper aussi les troubles hormonaux. Et j'ai mis SPOC entre parenthèses. Le SPOC, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Pourquoi je l'ai mis là? Parce qu'on a de plus en plus ce symptôme chez des jeunes adultes, des jeunes femmes. Et donc, je pense que c'est très important d'aller doser ce marqueur chez ces femmes, chez tout le monde, chez les ados, chez les enfants, chez les adultes, pour voir justement où en sont ces récepteurs. Et donc, globalement, on va anticiper un mode de vie à risque. Donc, on est vraiment dans un marqueur préventif. Pourquoi? Parce qu'on ne devient pas diabétique du jour au lendemain, ça s'installe sur plusieurs années. Et l'insulinorésistance, eh bien, elle, par contre, elle va s'installer très silencieusement pendant des années, tout comme votre rapport, votre déséquilibre oméga 3, oméga 6. Donc, quel est le lien entre ces deux marqueurs? Eh bien, les oméga 3 vont aller regarder la qualité de vos membranes cellulaires, vont permettre également de réguler l'inflammation, c'est ce que l'on a vu, d'accord? L'indice de HOMA, lui, va aller voir le métabolisme du glucose, va aller voir la sensibilité à l'insuline. Donc, la composition des membranes cellulaires, elle influence directement la réponse à l'insuline. Donc, lorsque vous avez un bon statut en oméga 3, eh bien, vous allez contribuer à avoir une meilleure régulation du sucre sanguin. Et c'est pour cette raison que l'on dit
que prendre des oméga 3 peut avoir un bon impact pour les personnes qui souffrent de diabète ou de problèmes au niveau de sucre, hein. Ça peut être hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie également, puisque l'hypertriglycéridémie, c'est souvent dû à un excès de sucre, et l'hypercholestérolémie aussi, parce que le sucre en excès va aller se transformer en cholestérol via le foie. Voilà, donc ce sont deux marqueurs qui sont différents, mais qui ont une même logique de terrain métabolique et inflammatoire. Donc pourquoi écouter le corps ne suffit pas toujours? J'adore cette image de l'iceberg parce que c'est vraiment très représentatif. Tout ce qui est fatigue, douleur, prise de poids, baisse de concentration, brouillard mental, etc., etc., eh bien, ce sont déjà des signaux d'alerte qui sont déjà tardifs. Ça veut dire que votre inflammation est déjà installée. Donc, on est vraiment dans le domaine de la prévention. Et pourquoi l'iceberg? Parce que c'est vraiment ça. Votre insulinorésistance ou alors votre déséquilibre oméga 3, oméga 6, eh bien, c'est vraiment la partie cachée de l'iceberg. On ne la voit pas jusqu'au jour où l'iceberg il sort et où les maladies apparaissent. Donc, le déséquilibre biologique précède vraiment les symptômes. Donc, mesurer ces deux marqueurs, c'est vraiment comprendre, savoir où on en est, ça permet de prendre conscience aussi, et ça permet surtout d'agir très tôt avant que les symptômes n'apparaissent. Donc, l'intérêt de mesurer, eh bien, c'est d'objectiver, de personnaliser, de suivre l'évolution, parce que bien sûr, le marqueur, que ce soit l'autotest oméga 3, oméga 6 ou alors l'insulinorésistance, eh bien, vous allez le mesurer. Vous allez attendre 2, 3 mois. Bien sûr, vous allez mettre en place pendant 3, 4 mois les bonnes pratiques pour réguler ces marqueurs, à savoir prendre des oméga 3 de qualité si vous êtes déséquilibré, et puis diminuer les sucres si votre indice de HOMA n'est pas bon. Et puis, vous pouvez réévaluer 3, 4, 6 mois après. Et généralement, quand on a une amélioration au niveau des marqueurs, eh ben, on est super satisfait, on est content de soi. Et puis ça motive, ça responsabilise et ça motive à continuer dans ce sens en fait, vers une alimentation plus saine, etc., etc. Et donc, eh bien doser aussi, ça évite des approximations. On a plein de personnes qui prennent des compléments alimentaires sans savoir s'ils en ont vraiment besoin en fait. Donc là, on est vraiment dans du concret. On voit si on en a besoin ou si on n'en a pas besoin. Alors maintenant, je fais quoi? Eh bien, moi, je vous conseille sincèrement de faire un autotest oméga 3, de vous rééquilibrer correctement avec des oméga 3 de qualité et puis de vérifier votre indice OMA. Vous allez voir, vous allez être sûrement surpris. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais moi, je ne mange pas de sucre, ou même des personnes qui sont très fines, hein, pas forcément en surpoids, qui me disent, bah, je ne mange pas de sucre. Et en fait, quand on regarde l'indice de OMA, eh bien, il est déjà très, très mauvais, alors qu'on est chez des personnes de 20, 25, 30 ans, donc des personnes assez jeunes. Donc, c'est vraiment deux marqueurs qui sont extrêmement importants. Avant de passer aux questions, je vous parle juste 2 secondes de Nutrition Academy. Donc, c'est une école en ligne que j'ai vraiment créée pour aider un maximum de personnes, que ce soit professionnels de santé ou encore thérapeutes, naturopathes, coach de santé, etc., etc. Toute personne qui souhaite vraiment bien comprendre la micronutrition, comprendre les mécanismes cellulaires, les mécanismes métaboliques derrière tous ces symptômes. Donc, on est vraiment sur une formation qui est 100% en e-learning, qui est, je pense, à tarif très, très acceptable, enfin, très, comment dire, pas élevé, on va dire. J'ai essayé de faire attention à ça. C'était important pour moi parce que le but est qu'il y ait un maximum de personnes qui se forment pour qu'il y ait un maximum de personnes qui donnent de bons conseils et pour qu'il y ait un maximum de personnes qui améliorent leur santé. En fait, tout est lié. Donc, c'est vraiment une approche qui est basée sur des données, sur de la physiologie réelle. Ce sont des contenus qui sont fondés sur la science, pas sur les tendances qu'on peut voir parfois sur les réseaux sociaux. Donc là, on est vraiment sur des données scientifiques et donc voilà, ça permet aussi de gagner en autonomie pour prendre des décisions éclairées et des décisions personnalisées. Vous pouvez me retrouver sur nutriscienceacademy.com. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que j'ai été assez claire et pas trop longue. J'ai essayé de ne pas faire trop long. Et donc maintenant, eh ben, je vais arrêter le partage pour donner place aux questions, si jamais il y a eu des questions. Oui, il y en a eu, Florence. Merci, merci beaucoup. C'était très riche. Donc, je vais te poser les questions que je vois là. Oui. Donc, comment repérer les bons oméga 3 de qualité et comment savoir quoi acheter? Ça, c'est toute la question. Donc, j'ai déjà donné un petit peu quelques indices. Là, on est dans une conférence vraiment générale. Je ne suis pas là pour citer des laboratoires. Regardez qu'il y a un bon indice Totox. L'indice Totox, c'est vraiment l'oxydation de l'huile, de l'oméga 3 en fait. Pourquoi? Parce que les oméga 3 sont des acides gras à longue chaîne qui sont très facilement oxydables.
Donc, il faut que vous ayez une huile ou un oméga 3 de qualité. Et ça se voit souvent par l'indice TOTOS. Là, on est dans la qualité du produit. Ensuite, il faut impérativement, comme je vous l'ai dit, que ce soit à base de triglycérides naturels. Surtout pas des oméga 3 estérifiés. Ça, c'est un deuxième critère. Troisième critère, si vous en trouvez qui sont très riches en polyphénol, eh bien là, on va vraiment augmenter la qualité parce que les polyphénols vont permettre une très bonne absorption du produit. Voilà. Merci. Alors ensuite, comment se comportent les oméga 9 de l'huile d'olive dans la gestion de l'inflammation et pour la fluidité des membranes? Alors, les oméga 9 sont des acides gras monoinsaturés qui sont également présents aussi dans les membranes cellulaires. C'est très important d'en apporter, mais les oméga 9 ne vont pas agir autant que le PA et le DHA au niveau de l'inflammation. En revanche, ils vont permettre quand même d'avoir une fluidité de la membrane. Chimiquement, en fait, vous avez les acides gras saturés. Donc, les acides gras saturés sont des acides gras qui sont très rigides en molécules chimiques, et les acides gras insaturés qui sont très souples en molécules chimiques. Les acides gras insaturés, parmi eux, vous avez les monoinsaturés, donc les oméga 9, l'huile d'olive, et vous avez les polyinsaturés, donc EPA, DHA. Et en fait, eh bien, c'est cette saturation des acides gras qui ferait que votre membrane sera assez fluide ou alors trop rigide. Acide gras saturé égale rigidité de la cellule. Acide gras polyinsaturé, donc que ce soit monoinsaturé ou polyinsaturé ou les EPA, DHA, je me perds les pédales, eh bien, vous allez avoir une membrane très fluide. Donc, les oméga 9 sont aussi très, très importants dans la fluidité membranaire. Et d'ailleurs, c'est prouvé ça scientifiquement qu'ils ont un grand intérêt en prévention des maladies cardiovasculaires également. Très bien, merci. Et on continue. Alors, il y a beaucoup d'études qui indiquent qu'un ratio de 1 pour 3 jusqu'à 1 pour 5 est déjà bon et acceptable. Qu'en penses-tu? Alors, je pense que c'est déjà pas trop mal par rapport à tout ce que l'on peut voir. L'idéal, c'est de se rapprocher au mieux de 1 pour 1. Donc, si vous êtes à 1 pour 5 par le biais de l'alimentation uniquement, vous pouvez faire des cures d'oméga 3 peut-être juste 1 ou 2 mois, 1 à 2 fois par an, histoire d'optimiser un petit peu. Mais globalement, c'est quand même un bon rapport par rapport à ce qu'on voit. L'idéal, allez, le mieux, c'est d'être à 1 pour 4 grand maximum, mais 1,5, on est déjà quand même pas trop mal. Ok, parfait. Les laboratoires font-ils tous le ratio et le font-ils si le patient le demande directement en cas de refus du médecin? Alors, oui, vous n'avez pas besoin du médecin pour aller faire ça en laboratoire d'analyse. De toute façon, ce sont des analyses qui en plus ne sont pas du tout remboursées. Donc, vous pouvez très bien aller dans n'importe. Alors, c'est pas n'importe quel labo d'analyse. Ils ne font pas tout ça, c'est ça le problème. Il faut trouver un labo qui est vraiment spécialisé en prévention santé. Donc, bah, vous regardez sur Google parce que là, c'est pareil, je ne donne pas de nom. Voilà, il y en a qui existent. Souvent, ils vous envoient un kit, ça se fait un peu pareil, et puis vous renvoyez le kit. C'est pour ça que je trouve que les autotests sont un petit peu plus faciles d'utilisation parce que bah, finalement, c'est le même système, sauf qu'on n'est pas obligé d'aller au labo, etc., etc. Ok. Pouvez-vous nous donner des noms sans donner de marque, mais afin de savoir quoi acheter comme oméga 3, ou bien est-ce qu'on doit manger combien de boîtes de sardines par semaine? Alors, je ne donnerai pas de nom de laboratoire parce que c'est une conférence générale. Combien de sardines par semaine? Sur la qualité des oméga 3, je vous ai déjà dit les 3 critères importants. Combien de sardines? Bah, pour quelqu'un qui est déjà équilibré, je vous dis, il faudrait une boîte de sardines 3 à 4 fois par semaine par personne, la moitié pour les enfants. C'est énorme. Pour quelqu'un qui est en état de déséquilibre, on va dire un oméga 3 pour 10 oméga 6, eh bien, il faudrait augmenter les boîtes de sardines. Donc là, on passerait peut-être à 8 boîtes de sardines par semaine et au-delà, il faudrait manger au moins 10 boîtes de sardines par semaine. Donc bon, moi j'adore les sardines, mais je pense qu'au bout de 10 boîtes, on est un peu écœuré. C'est ça. Euh, Quelle dose les oméga 3? Juste couvrir les recommandations si on mange le poisson ou plus. J'ai pas compris. Répète. Quelle dose faudrait-il d'oméga 3? Est-ce qu'il faut juste couvrir les recommandations si on mange du poisson ou est-ce qu'il en faut plus? Bah, en fait, tout dépend du état de déséquilibre que l'on a déjà. Normalement, il faut viser à peu près 2 grammes d'oméga 3 par jour en moyenne, pour un adulte, hein, je parle. Donc après, ça dépend du déséquilibre. Mais déjà, si vous avez des compléments alimentaires qui sont à 2 grammes, c'est déjà bien. Il y a toujours plus de PA que de DHA dans les compléments alimentaires. Ça, c'est normal parce qu'il faut aussi un rapport d'équilibre entre le PA et le DHA. J'ai répondu à la question.
Bon, si jamais non, la personne va pouvoir remettre un petit mot après. Donc, tu as des remerciements en tout cas. Pour les oméga 3 DHA, EPA, il importe aussi de considérer en plus de poissons gras les produits laitiers issus d'une alimentation de vache à l'herbe, oméga 3 x 2, et pour viande de porc et volaille issus d'animaux complémentés en lin. Alors, exactement. Au niveau de l'alimentation, je voulais en revenir d'ailleurs sur la viande tout à l'heure, j'ai oublié. Lorsqu'on dit que la viande est cancérigène, en fait, la viande en elle-même, elle n'est pas cancérigène si vous avez une viande de qualité. La viande qui n'est pas bonne, alors je parle de la viande, mais ça peut être aussi les œufs, par exemple. Lorsque vous avez un animal qui est uniquement nourri avec des graines oméga 6, c'est comme pour les poissons d'ailleurs, lorsqu'ils sont que nourris avec des oméga 6, eh bien forcément vous allez avoir une viande de mauvaise qualité. Donc effectivement, il existe des filières, dont je ne donnerai pas le nom non plus, des filières qui vont aller nourrir leurs animaux en oméga 3. Donc pour les vaches vont être nourries naturellement avec de l'herbe. Les œufs, ils vont être enrichis avec des graines, mais qui sont à base de graines de lin, donc riches en oméga 3. Donc bien évidemment, au niveau de l'alimentation, il faut aller vers ces filières. Déjà en plus, écologiquement parlant, c'est beaucoup mieux parce que ce sont généralement des filières qui respectent aussi les animaux. Donc voilà, au niveau alimentaire, c'est beaucoup mieux. Je crois qu'on a perdu Anne-Cécile. Alors j'ai vu pour les gens qui se sont connectés tardivement. Je suis désolée, j'avais activé la salle d'attente, chose que je ne fais pas normalement, j'ai pas fait exprès. Et quand je parle, quand je commence la conférence, je ne vois plus qui sont les gens qui veulent rentrer. Donc oui, il y aura un replay pour répondre à la question de certains. Valeur cible pour le Totox des oméga 3, c'est bien d'être en dessous de 10. Voilà, en dessous de 10, on est déjà sur des bons oméga 3. Méfiez-vous parce que des fois, il y a des labos qui vous disent indice Totox 2, 3, et en fait, eux, ils n'ont pas du tout de polyphénol, donc c'est des oméga 3 qui ne s'absorbent absolument pas. Après, il faut aussi parfois tester. Vous testez, vous en prenez 2, 3 mois. Si en vous testant, vous voyez qu'il n'y a aucune amélioration, bah, c'est que vous n'étiez pas sur des oméga 3 de qualité. Où trouver le Toctos, ce n'est jamais indiqué sur les boîtes. Alors, un laboratoire qui est transparent, il ne l'indique pas forcément sur les boîtes, mais en revanche, vous pouvez trouver via son site internet ou tout du moins, ou alors en posant une question au support, vous pouvez avoir accès à ces données. Si vous n'avez pas accès à ces données, c'est pas normal. En cas de déséquilibre, seule la complémentation est valable ou une très bonne alimentation peut-elle suffire? Non. En cas de déséquilibre, l'alimentation seule ne pourra pas suffire. Malheureusement, pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'aliments qui sont quand même de moins bonne qualité maintenant, et notamment les poissons. Lorsque vous mangez des sardines, quel que soit le poisson, il faut vraiment des poissons issus de pêche sauvage, de pêche durable. Donc c'est très difficile à trouver parce que les poissons d'élevage, bah forcément, ils sont enrichis avec des graines très riches en oméga 6, donc vous n'aurez pas des poissons de qualité. Donc si vous arrivez à être en équilibre avec votre alimentation classique, là c'est très très bien. Honnêtement, je vous en félicite parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive. Si vous êtes vraiment déséquilibré, il faudra passer par une supplémentation. Attendons que le mal soit fait. Alors, non, je ne vais pas vous conseiller d'attendre que le mal soit fait. Moi, je suis pour la prévention santé. Donc, bah, non, je vais plutôt vous conseiller de vous tester le plus rapidement possible pour voir où vous en êtes, justement. Mais une fois que le mal est fait, en revanche, ce n'est pas irréversible. C'est peut-être dans ce sens-là que la question était posée. Si vous avez déjà, que ce soit un diabète, que ce soit, quelle que soit la maladie, en fait, on peut très souvent revenir en arrière. Alors, ça dépend du stade du diabète de type 2. Quand on parle du diabète, si ça fait 20 ans que vous prenez des médicaments, qu'il y avait un diabète de type 2 très installé, ça va être un petit peu compliqué. Mais essayez déjà quand même, je vous assure, d'arrêter les sucres pendant 3 ou 4 mois pour les personnes diabétiques. On a déjà vraiment mais d'excellents résultats. Et le principal des sucres, parce qu'on me répond toujours, je mets pas de sucre dans le café, c'est pas le sucre là le problème, ça va être les sucres cachés. Donc les pâtes, le riz, le pain, c'est très sucré, c'est 100% de sucre. Quel que soit le pain, même si c'est un pain complet, le pain complet sera mieux parce qu'il y aura des fibres dedans. Donc ça permettra d'être mieux assimilé, mais il y a quand même autant de sucre. Donc le pain, c'est deux tranches le matin et basta. Pour les personnes qui sont déjà diabétiques, qui veulent vraiment essayer un retour en arrière, moi, alors je suis un peu drastique là-dessus, mais je conseille 3 à 4 mois sans pain du tout, en faisant vraiment très attention au sucre. Une fois qu'on a réussi à réguler, on peut après petit à petit réintégrer. Mais pour revenir en arrière, il vaut mieux tout arrêter. Alors, en routine, à quelle fréquence faire les dosages? Une fois par an, ouais, ça peut suffire. En fait, ça dépend.
de votre déséquilibre de départ, c'est toujours pareil. Moi, je conseille de faire un premier autotest, de prendre des oméga 3, de se retester, allez, peut-être 5, allez, 4, 5, 6 mois après. Et si votre équilibre est bien, bah, je vous conseille de continuer les oméga 3 et après de refaire le test à peu près une fois par an, voire une fois tous les 2 ans. De manière générale, vous allez aussi le sentir au niveau de votre organisme. Donc voilà, une fois que vous êtes équilibré, une fois tous les 2 ans, ça peut suffire pour faire le test largement. Ce qu'il ne faut pas faire surtout, c'est je me teste, je prends des oméga 3, je me reteste, tout va bien et j'arrête mes oméga 3. Là, vous retournez forcément à votre base de départ. Surtout si vous ne changez pas du tout votre alimentation. De toute façon, d'une manière générale, les oméga 3, c'est quand même des compléments alimentaires, moi, que je conseille malheureusement de prendre tous les jours. Il y en a trois que je conseille comme ça, c'est oméga 3, vitamine D et le magnésium. Bon, on va pas tout détailler ce soir, mais voilà. Donc, des compléments combinant oméga 3 et polyphénol, oui, oui, bien sûr, ça existe sur le marché. Je vous laisse vous renseigner. Peut-on avoir un surdosage des oméga 3? Alors, les oméga 3 sont contre-indiqués chez les personnes qui ont des traitements anticoagulants. Je parle de traitements anticoagulants, pas de traitements fluidifiants. Les fluidifiants, ça va être par exemple Résidune, Cardégique, etc. Les fluidifiants ne posent aucun problème. En revanche, les anticoagulants comme le Plavix, Clopidogrel, etc., eux, normalement, c'est contre-indiqué. Donc moi, chez les personnes là, je conseille de diminuer les doses par rapport à la dose recommandée. C'est-à-dire que si vous avez des oméga 3 à 2 grammes par jour à peu près, eh bien, vous passez à 1 gramme. D'une manière générale, c'est vraiment une précaution d'emploi. Pour avoir vraiment un risque, il faudrait consommer plus de 3 grammes d'oméga 3 par jour. C'est énorme. Pour certains compléments alimentaires, ça représente 10 comprimés par jour. Donc généralement, on n'y est pas. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour des questions. Voilà, bah, écoutez, merci à vous pour votre écoute, merci pour votre présence. Et bah, peut-être à bientôt dans une autre conférence. Et en attendant, bonne fin de soirée. Il est 21h21. C'est une heure miroir. Allez, Merci bonne fin de Florence, soirée à tous. belle soirée. Au revoir. Au revoir.